En 1897, l'Empire de Corée est proclamé. Désormais, je suis un empire. Jusqu'alors, le pays était un pays indépendant, mais sous grande influence chinoise. Mais suite à la guerre entre les Chinois et les Japonais en 1894, la Corée passe sous influence japonaise. Mais d'autres pays sont intéressés par la petite péninsule, notamment la Russie. J'aimerais bien avoir la Corée pour moi. Pas question qu'on me pique la Corée, c'est mon allié maintenant. La rivalité entre les deux puissances se transforme en guerre. C'est la guerre russo-japonaise de 1904. En 1905, le Japon en sort vainqueur. Le Japon, pays asiatique, se retrouve au rang de puissance militaire et dès 1910, il annexera la péninsule. C'est le début de l'expansion coloniale japonaise et d'années de souffrance pour les Coréens. Mais avançons dans le temps. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en guerre contre les États-Unis. L'URSS, quant à elle, n'avait pas encore déclaré la guerre au Japon. En juillet 1945 a lieu la conférence de Potsdam. Bon écoute URSS, l'Allemagne et l'Italie ont définitivement capitulé. Maintenant, il faut que l'on sache quoi faire de leur territoire, mais aussi du cas du Japon. C'est ainsi que s'entament les discussions sur le cas de la Corée. Pour ce qui est de la Corée, je t'invite à aller envahir le territoire pour virer les Japonais par le nord. Je fais tout seul. Non, je viendrai par le sud, et on se fait chacun une zone, toi le nord, moi le sud. On prend le 38e parallèle comme limite. Ça me va. Ainsi, début août, l'URSS envoie ses troupes en territoire japonais. Un mois plus tard, le Japon capitule. Bon voilà, je me rends, vous avez gagné, récupérez mes colonies, faites comme chez vous. L'URSS continue d'occuper le nord de la Corée. Elle décide de mettre en place un gouvernement provisoire. Et toi, Kim Il-sung, tu as bien combattu contre les Japonais dans la résistance. Je te place à la tête de la Corée que j'occupe. D'accord, pourquoi pas. Cependant, Kim Il-sung, membre du parti communiste, n'est pas forcément l'homme le plus influent du parti. J'ai un problème avec le parti communiste, le parti est basé à Séoul, j'ai aucun contact avec eux. T'inquiète, on va te créer un parti rien que pour toi, comme ça le problème sera résolu. Ah ben merci. Et pendant que t'y es, profites-en pour te créer une petite armée avec tes anciens amis de la résistance. Face à cette proclamation d'un gouvernement provisoire, les États-Unis décident d'envahir le sud de la Corée à peine libéré des Japonais. Hop, j'occupe la partie sud de la Corée au cas où. D'accord, mais c'était prévu de toute façon. Oui, mais le Japon n'est plus là du coup. Il faudrait peut-être penser à l'avenir du pays. Bien que la guerre finie, les troupes états-uniennes et soviétiques continuent d'occuper le pays. Le 38e parallèle nord est donc institué comme délimitation officielle pour départager les deux zones d'occupation. En janvier 1946, États-Unis et URSS se rencontrent pour parler de l'avenir de la Corée. Bon, il faudrait créer une nation coréenne. Bien sûr, on ne va pas l'occuper indéfiniment. Du coup, il faudra créer des élections libres. Ah. Au sud, un autre gouvernement provisoire est mis en place. Les États-Unis préfèrent privilégier les élites anticommunistes. Les deux puissances, elles, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quel gouvernement mettre en place. Au sud, des mouvements d'insurrection se développent avec une guérilla aidée par les anciens résistants communistes. Les États-Unis interviennent militairement, il y a des morts. Ça m'énerve ces problèmes, j'essaie d'être gentil, et après je dois intervenir et les gens commencent à me détester. Pendant ce temps, dans la zone nord, on commence à nationaliser toutes les entreprises. Bref, le communisme est en œuvre. Bon, URSS, il faudra vraiment mettre en place une nation coréenne. Je sais, il faut faire quelque chose. Du coup, j'ai demandé à l'ONU d'organiser un truc. Oh non, pas l'ONU, elle va tout faire en ta faveur, pas question. En effet, l'URSS refuse que l'ONU organise ses élections en commun lors de cette rencontre en 1947. Finalement, la partie sud fera ses propres élections en avril 1948, et c'est Syngman Rhee qui arrive au pouvoir. Syngman Rhee avait déjà été le président du gouvernement coréen en exil. Pour résumer, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais même avant lors de l'occupation japonaise, la Corée, tout comme la Chine, étaient des colonies du Japon. Se sont donc créés des gouvernements en exil, un pour la Corée et un pour la Chine. Celui de la Chine est assez reconnu internationalement, car il correspondait bien à la Chine d'avant. Cependant, celui de Corée n'était reconnu que par la Chine et n'avait pas vraiment d'aura international. En 1945, une fois la guerre finie, le gouvernement chinois en exil reprend le pouvoir et soutiendra celui coréen. Bref, en 1948, on peut dire que c'est la succession du gouvernement en exil qui arrive au pouvoir et par la même occasion, un pays est proclamé, la République de Corée. En réponse à cette élection, l'URSS met en place des élections qui aboutissent à un nouveau gouvernement. Kim Il-sung devient Premier ministre, la République populaire démocratique de Corée est proclamée. C'est moi la vraie Corée. Pas du tout, la vraie Corée c'est moi. Évidemment, elles ne se reconnaissent pas. On peut désormais les appeler par leurs noms les plus courants, Corée du Nord au nord et Corée du Sud au sud. Comme dit précédemment, la Corée du Nord dispose d'un gouvernement lié aux guérillas de la résistance communiste. Cela lui a permis de rapidement développer une armée, militarisée par l'URSS. Bon, j'ai une petite armée, je pense que je vais attaquer la Corée du Sud. Corée, patiente un peu, tu n'es pas encore prête pour une telle action. Entre-temps,
la Chine subit de plein fouet la guerre civile entre les guérillas communistes et le gouvernement nationaliste. J'en ai marre de tous ces communistes sur mon territoire, je pense que je vais craquer. Et en effet, en octobre 1949, les communistes prennent le pouvoir en Chine continentale. Le gouvernement chinois est de nouveau en exil, à Taïwan cette fois-ci. C'est pas possible, j'ai tout perdu, j'en ai assez d'être en exil. C'est vrai que les communistes commencent à devenir super influents en Asie. Il faudrait peut-être faire quelque chose. En 1950, les tensions entre les deux Corées continuent. Il y a très certainement eu des petites batailles frontalières avant le début de la guerre officielle. On retient le mois de mai ou le mois de juin comme début officiel, lorsque l'armée nord-coréenne, très préparée, passe sous le 38e parallèle. L'armée nord-coréenne arrive à conquérir presque tout le pays. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe? La Corée du Nord envahit la Corée normale. Il faut faire quelque chose. L'ONU décide donc d'organiser une réunion. Bon, les membres du Conseil de sécurité, est-ce que vous voulez qu'on intervienne en Corée? Qui est contre? Personne, à ce que je vois. C'est dommage que URSS ne soit pas présent, mais les absents ont toujours tort. Ah oui, tout ça parce qu'il n'est pas content que je sois membre du Conseil de sécurité au lieu de mon stupide équivalent communiste. En effet, l'URSS pratiquait la politique du siège vide. Elle ne venait pas à l'ONU car elle ne comprenait pas pourquoi le gouvernement chinois en exil était encore considéré comme membre permanent. Dès le mois de septembre, les forces états-uniennes, avec l'aide d'autres nations telles que le Royaume-Uni, commencèrent les combats. La contre-offensive fonctionne plutôt bien et dès le mois d'octobre, la Corée du Sud envahit à son tour la Corée du Nord. Ha ha ha, on fait moins le malin. En décembre 1950, les armées de l'ONU arrivent jusqu'au nord du pays. Mais une armée révolutionnaire chinoise entre en jeu à partir d'octobre, mais surtout à partir de novembre. Cette armée non officielle permettra de repousser les forces onusiennes. Séoul retournera sur le giron de la Corée du Nord. Mais plus tard, une contre-offensive onusienne permet de reprendre Séoul. En mars 1951, Séoul redevient sud-coréenne. À partir de cette date, les frontières vont commencer à stagner. Les Nord-Coréens vont tenter de récupérer des territoires au sud, mais perdront. Les Onusiens vont tenter de récupérer des territoires au nord, mais perdront eux aussi. Les États-Unis se rendent compte de la difficulté du conflit. C'est une impasse, et elle semble profiter de l'URSS qui n'est pratiquement pas intervenue. Il faut cependant attendre 1953 et de nombreuses batailles, mais aussi la mort de Staline, pour que la guerre prenne officiellement fin. L'ONU, la Chine populaire et la Corée du Nord se rencontrent. Bon, je suis l'ONU, je représente les États-Unis et ses alliés. On signe l'armistice du coup? Car je pense pas que ça va aller loin. Très bien, je n'ai pas le choix. La frontière reste telle qu'elle était en cours. Ce n'est donc plus le 38e parallèle, mais une ligne qui lui ressemble à peu près. Une zone de part et d'autre devient démilitarisée. On estime que ce conflit aurait causé la mort de 2 millions à 3 millions de personnes, dont les 2 tiers de civils. Et ensuite, officiellement, les rivalités continuent. La Corée du Sud n'a pas signé d'armistice. Les deux pays vont continuer à ne pas se reconnaître et à rompre leurs relations diplomatiques avec les nations reconnaissant le rival. Il faut attendre 1991 pour qu'enfin, les deux pays se reconnaissent mutuellement. Cela leur permet d'intégrer l'ONU en même temps la même année. Plus tard, dans les années 90, la politique du rayon de soleil est mise en place par la Corée du Sud. Cette dernière faisant un effort pour enrichir la coopération avec la Corée du Nord. Cependant, aujourd'hui, cette politique a été interrompue. Et depuis 2013, la Corée du Nord se considère en guerre contre la Corée du Sud. Mais ça, c'est une autre histoire.